Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire au nom du ministère de l'Économie et du ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du Territoire et en collaboration avec Climat Chance et Lux Innovation. Je vous souhaite la bienvenue pour cette présentation du dispositif d'aide financière en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques. Ce régime d'aide s'inscrit dans la loi du 26 juillet 2022 et le webinaire sera principalement focalisé sur l'appel à projet qui est ouvert jusqu'au 30 septembre. Alors, vous savez encore le temps. Bien évidemment, vous pouvez tout au long de cette présentation poser vos questions à droite de l'écran en bas. Les intervenants s'efforceront de répondre à un maximum de questions. Voilà, sans plus attendre, nous allons démarrer cette présentation. Je passe la parole au représentant du ministère de l'Économie, en l'occurrence, M. Randy Quintus. C'est à vous. Merci beaucoup Barbara pour cette excellente introduction. Également, déjà, merci beaucoup aux participants d'être présents ici et pour votre intérêt concernant ce sujet. Voilà, je m'appelle Randy Quintus et aujourd'hui, je représente le ministère de l'Économie en ce qui concerne ce sujet. Donc, voilà. Voilà, le but, c'est d'un côté de vous donner un résumé concernant la loi du 26 juillet 2022. Et également, d'autre côté, et je pense que c'est la partie la plus intéressante pour vous, la partie questions-réponses en ce qui concerne cette loi. Donc, alors, voilà, la loi du 26 juillet, elle se base en fait sur deux axes principaux. L'axe 1, c'est qui est en fait l'aide en faveur d'infrastructures de charge attribuées à la suite d'une mise en concurrence. L'objectif ici, c'était vraiment de faciliter et accélérer le déploiement d'un plus grand réseau de bornes de charge et augmenter la puissance de charge ici au Luxembourg. Bon, les projets sont limités avec une certaine envergure, on en parlera là après. Et voilà, l'aide financière se base sur un appel à projet, donc comme déjà expliqué. Voilà, on a également l'axe 2 concernant une aide en faveur d'infrastructures de charges réservées aux petites et moyennes entreprises, donc les PME. Et ici, le but, c'était d'inciter les PME à effectuer la transition vers l'électromobilité dans le cadre de leur activité économique. Attention, c'est exclusivement réservé aux PME. Et voilà, l'aide se fait déjà actuellement sur simple démarche par myguichet.lu. Bon, entre guillemets, on a également une petite axe 3 en ce qui concerne Chargy et Superchargy, mais pour aujourd'hui, on se focalise sur l'axe 1, donc l'appel à projet. Alors, et c'est parti. Donc, l'appel à projet est, comme Barbara a déjà expliqué, c'est actuellement ouvert jusqu'au 30 septembre 2022. Et comme vous voyez ici, on a en fait défini 3 types d'infrastructures de charge. On s'est basé sur les niveaux de disponibilité de ces infrastructures de charge. Donc, tout d'abord, on a défini une infrastructure disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme une infrastructure accessible au public, donc à 100. D'autre côté, on a défini une infrastructure de charge semi-accessible au public comme une infrastructure disponible au moins 10 heures sur 24 heures, 5 jours sur 7. Par exemple, supermarché, barrière avec un supermarché avec une barrière, pardon, ou bien un parking public juste disponible pendant la nuit. Concernant l'accessibilité au public, il s'agit voilà, d'une infrastructure, par exemple, station d'essence, aéroport, etc. Le reste a été défini comme une infrastructure de charge privée. Donc, par exemple, dans le contexte dans le contexte de charge at work pour les employés ou bien pour une flotte de livraison pour une entreprise de transport, par exemple. Voilà. Comme vous voyez, le budget total pour le premier appel à projet a été défini comme 6 millions d'euros. La capacité de charge minimale par projet, c'est 175 kilowatts en total. Et le plafond par entreprise ou bien le groupe dans un même appel à projet est de 1 million d'euros. Voilà, comme vous voyez également, il s'agit, c'est avantageux, c'est un grand plus si vous avez une infrastructure de charge purement accessible au public, puisque au niveau de la pondération, il s'agit d'une pondération 100. Pour une infrastructure semi-accessible, c'est 80 et pour le reste, dans l'enclave privé, pardon, 60. Donc c'est vraiment un grand plus si vous travaillez sur un projet uniquement en ce qui concerne l'infrastructure de charge accessible au public en 100%. Bon,
Concernant, le classement, ici, on a une illustration de la sélection du projet. Attention, il s'agit juste d'un exemple présenté uniquement à titre d'illustration. Donc, voilà, ici, on a, 5 projets. Le projet numéro 1 avait a une capacité de charge de 1 500 kilowatts. Elle a été définie comme privée et le subside demandé est de 90 €, 1 000 €, pardon. Donc 90 000 divisé par 1 500 nous donne 60 € par kilowatt. Par contre, il s'agit d'une infrastructure de charge privée, donc au niveau de la pondération ici, donc c'était 60. Donc voilà, il faut multiplier les 1 500 fois 0,6 et on tombe sur, 100 € par kilowatt. Bon, la même chose pour le reste des projets. Comme vous voyez, il y a différents types, niveau accessibilité et voilà donc à la fin, on a gardé, les projets numéro 1, 3 et 5. Pourquoi? Bon, entre guillemets, ce sont les projets définis comme les moins chers, les plus lucratifs dans ce contexte en ce qui concerne, euros par kilowatt et voilà donc ces 3 projets-là ont été choisis, en ce qui concerne, les classements-là. Tout au fond, à droite, vous voyez la somme qu'on a pris. Donc c'était, le projet numéro 1, 3 et 5. On a pris la somme, des subsides demandés et on est tombé sur, 310 000 €. Le plafond dans ce contexte, c'était 400 000 € le budget, pour, le 1 pour ce appel à projet, pardon. Donc il y avait une différence de 90 000 €. Dans ce cas, on garderait, hem la différence pour, peut-être pour, oui, pour le prochain appel à projet. Donc, voilà, c'est ça. Alors, juste un petit rappel, pour, l'appel à projet actuel, on a un budget de 6 millions d'euros. Donc voilà. Alors, concernant la procédure administrative, juste un petit résumé en ce qui concerne les mesures de soutien. Tout d'abord, toute information supplémentaire est disponible sur, guichet.lu. Et après, là, vous trouvez également, un bouton, un appel contextuel, une rubrique concernant, Ma Guichet où vous pouvez faire la démarche pour, voilà, pour, faire votre demande d'aide. En ce qui concerne les terrains potentiels pour le déploiement de bornes, veuillez consulter pro-charging.lu pour toute information là-dessus. En tout cas, si vous faites, la démarche sur maguichy.lu, vous tomberez sur, le lien indiqué ici en parenthèse, map.geoportail.lu. Là, vous pouvez vérifier, les coordonnées géographiques, et également, le code cadastre en ce qui concerne le terrain pour, le déploiement des bornes. Pour toute question supplémentaire concernant, par exemple, technique, en ce qui concerne les bornes, les câblages et cetera, veuillez consulter la Climagence et pour, les questions plutôt administratives, c'est, la Lix Innovation qui s'en occupe donc voilà. Hem, ouais et après en ce qui concerne des questions au niveau, réseau, et cetera, veuillez consulter le fournisseur, de la région, donc par exemple Kreos, Südstrom et cetera. Donc ça dépend vraiment de votre région, de la région du terrain. Donc ici, vous avez une capture d'écran du site, guichet.lu et comme vous voyez, c'est la rubrique, financement et aide infrastructure de charge pour véhicules électriques et après, vous tombez sur, aide en faveur d'infrastructures de charge suivant un appel à projet. Voilà, comme déjà expliqué, toute information est disponible ici. Également, les liens vers, myguichet.lu. En outre, vous trouvez un catalogue de pièces jointes avec toute information sur les pièces jointes, donc information supplémentaire là-dessus. Et tout au fond, de la même page, vous trouvez le cahier de charges, très important pour, l'appel à projet. Donc là, vous trouvez toute information sur le projet, donc et également, déjà des questions qu'on a reçues avec des réponses, bien sûr. Le document là est disponible sous, foire aux questions et vous pouvez également accéder, la loi du 26 juillet, également sur cette même page. Donc en résumé, quelle est la procédure, suggérée pour la demande d'aide financière auprès du ministère de l'économie?
tout d'abord, veuillez vérifier si le projet ou bien l'entreprise est éligible. Est-ce que, par exemple, l'entreprise est en difficulté? Est-ce que le terrain est au Luxembourg, par exemple, etc. Après, vous pouvez vérifier ensemble avec la Lux Innovation ou également la Climat Agence en ce qui concerne le remplissage du formulaire pour la demande d'aide. Donc là, vous veuillez vérifier si vous avez toute information en ce qui concerne les bornes d'investissement à réaliser, la capacité de charge des bornes, par exemple, en général aussi en ce qui concerne l'entreprise requérante. Voilà, l'étape numéro 4 est déjà la soumission via myguichet.lu. Et à partir d'ici, on a l'instruction du dossier de demande dont les ministères d'économie qui s'en occupent, mais dans ce contexte, en collaboration avec le ministère de l'énergie et de l'aménagement du territoire. Et voilà. À partir d'ici, a priori, vous pouvez déjà commencer avec le projet. Donc, il s'agit du effet incitatif, mais attention, voilà, c'est juste, a priori, vous pouvez commencer, mais ça ne vous donne pas la garantie que vous recevez l'aide demandée. Voilà. Je redonne la parole à Barbara, vu que c'est... Voilà. Merci beaucoup, Randy, pour cette explication. Et maintenant, la présentation continue avec l'intervention de Xavier Hansen, qui représente le ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du Territoire. Bonjour, Xavier. Voilà, merci Barbara, merci Randy. Donc, mon nom est Xavier Hansen, je suis donc le représentant ici du ministère de l'Énergie et je vais brièvement vous rappeler quelques principes de l'appel d'offres et aussi présenter quelques questions qu'on nous pose assez souvent et après on peut passer donc à la partie questions-réponses du webinaire. Donc d'abord, le fameux effet incitatif qui doit être donné pour qu'on puisse donner des aides d'État dans le cadre européen. Donc, il faut en fait que l'aide qu'on donne incite l'entreprise à faire le projet. Et ça, il est réputé donné si vous ne faites des engagements pour votre projet que après avoir rentré votre dossier. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de commandes ou de début de travaux réels avant de soumettre le dossier, donc avant la deadline du 30 septembre. Après la soumission, vous pouvez commencer vos travaux en principe, mais évidemment, il n'y a pas de garantie que votre projet sera retenu et que vous aurez donc un subside pour le projet. Un élément que je ne suis plus sûr si Randy l'avait mentionné, c'est que dans le classement que nous faisons, donc si le budget est souscrit, donc par exemple si on avait maintenant seulement un volume de projet de 5 millions qui rentrerait sur notre budget de 6 millions, le projet, les 10% des projets et au moins un, les plus chers ne seraient pas retenus. Donc il y aura toujours, c'est pas comme à la show of power chez nous, malheureusement, il y a toujours des perdants aussi dans nos appels d'offres et il faut en être conscient aussi si on veut débuter le projet. Alors, les entreprises sont en principe toutes éligibles, sauf, et ça, au nouveau, c'est des règles d'État qui nous sont données de Bruxelles, les entreprises considérées en difficulté. Pour des détails, je crois que c'est le mieux de consulter nos collègues de la Lux Innovation. Des entreprises qui n'ont pas exécuté une injonction de récupération d'une aide d'État. Les acteurs publics, comme les communes et les administrations, ne sont pas non plus éligibles pour notre régime. Alors, ce qui n'est pas éligible non plus, c'est des infrastructures qui ont vocation à être revendues. Donc, par exemple, des bornes qui sont installées dans le contexte d'une promotion immobilière qui est destinée à tout de suite être revendue. Ça n'est pas éligible parce que nous souhaitons donner l'aide à l'entreprise qui en bénéficiera réellement dans l'utilisation. Et des aides ne peuvent pas être cumulées avec d'autres aides de la même loi. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas prendre à la fois une aide pour PME et une aide sous l'appel d'offres. Les coûts éligibles, c'est aussi quelque chose qui revient souvent comme question. Donc là, en principe, tout ce qui est borne de charge, infrastructure même, est éligible. Le renforcement du raccordement au réseau, par exemple, s'il faut
installer un nouveau poste de transformation, c'est éligible. Un système collectif de gestion intelligente de la charge, tout ça est donc éligible dans le cadre de l'appel à projet. Les travaux de génie civil directement liés à l'installation des bornes aussi. Les dispositifs de sécurité comme l'installation de boutons poussoirs pour la centrale d'incendie qui se rapportent directement à l'installation des bornes sont aussi éligibles. Par contre, ce qui n'est pas éligible, c'est pour rester avec les travaux de génie civil, par exemple, si vous refaites tout votre parking ne sera pas subsidié sous ce régime. Donc, il y a une certaine limite à garder ici. Et le même pour l'installation d'une nouvelle centrale d'incendie pour l'ensemble du bâtiment ne serait par exemple non plus dans son ensemble pas éligible pour notre régime d'aide. Ce qui n'est pas non plus, n'entre pas non plus dans les coûts admissibles, c'est une installation de panneaux photovoltaïques qui, même si elle est directement liée aux bornes, là il y a d'autres régimes d'aide qui s'appliquent. Et on ne subsidie pas non plus de coûts d'exploitation, donc vraiment uniquement des coûts CAPEX pour l'installation de bornes. Voilà, et tous les coûts, c'est aussi important à dire, je crois, pour le volet pratique de la demande, tous les coûts pour la demande s'entendent sans impôts et autres prélèvements. Les critères d'éligibilité, donc c'est si votre infrastructure est subsidiée, elle doit se conformer à certains critères qui sont aussi retenus dans la loi. Donc d'abord, il faut une alimentation à 100% par de l'électricité renouvelable, donc de l'électricité qui est garantie par des garanties d'origine. Elle doit être exploitée au moins durant 5 ans, à compter la mise en service, ou en tout cas que ce soit prévu qu'elle soit exploitée pendant 5 ans. Évidemment, si dans ces 5 ans, il y a un arrêt de l'activité économique de l'entreprise ou les bornes prennent feu ou quoi, évidemment, ce sont des cas qui sont acceptables, mais en tout cas, elle doit être planifiée pour au moins 5 ans. On demande aussi une mise en service dans un délai de 12 mois après l'octroi de l'aide. On est conscient sur ce point que pour l'instant, les délais sont longs, beaucoup de choses sont compliquées. Donc là, s'il y a pour des raisons étrangères à l'entreprise une prolongation de ce délai, une demande peut être adressée au ministre et on est conscient de la situation. Donc je crois que on pourra être relativement large là-dessus, mais en tout cas, on aimerait que le déploiement se fasse vite et donc on a mis une deadline dans les conditions. Comme j'avais dit tout à l'heure, les bornes ne peuvent pas être destinées à la revente ou à la location, à l'exception des cas où les bornes sont mises à disposition par un crédit bail, donc par un leasing. Alors, on a les prix sur les bornes accessibles au public doivent être raisonnables, et j'y reviendrai plus tard, aisément et clairement comparables et transparents pour les utilisateurs finaux. Et si vous planifiez d'installer la borne sur le terrain d'un tiers, par exemple si vous êtes un développeur d'infrastructures de charge et que vous allez l'installer sur le parking d'un supermarché, il nous faudra aussi un accord de principe avec le propriétaire que l'utilisation du terrain sera effectivement possible. Alors ici, des critères spécifiques aux bornes accessibles au public. Là, il faut que le paiement à l'acte soit possible, donc que le client puisse payer sans avoir un abonnement auprès de l'opérateur de la borne sur place, par exemple avec la carte de crédit, et le prix doit aussi être clairement affiché. Les dispositions sont un peu différentes pour les bornes lentes et les bornes rapides, j'y reviendrai plus tard. Les prix appliqués doivent être non discriminatoires, donc les mêmes prix doivent être appliqués aux différents fournisseurs de services de mobilité. Il y a une certaine demande de communication de données qui doivent être mises à disposition pour l'instant du portail Open Data, qui en fait vient aussi d'un règlement européen qui est en développement. Donc ce sont des données qui seront standardisées de toute façon dans l'année qui vient. On a une certaine considération de disponibilité qui doivent être remplies.
qu'on va contrôler via justement la mise à disposition de données qui montreront si la borne est en service ou pas. La borne doit donc, pour être accessible au public, être accessible sans préavis, c'est-à-dire sans devoir s'inscrire à l'avance, mais elle peut être dans un parking payant derrière une barrière. Et si la borne est installée sur terrain public, donc sur un terrain qui appartient à une commune ou à l'État, on demande une fourniture par accord d'achat d'électricité renouvelable et une intégration de la borne dans le système Charger OK. Voilà, maintenant j'aimerais juste en quelques mots résumer quelques questions qu'on nous a posées plusieurs fois. On fait un peu plus en détail sur des choses que j'ai déjà touchées sur les slides précédents. D'abord, l'accessibilité au public. Donc, effectivement, ça doit se faire sans préavis, de manière non discriminatoire pour tout utilisateur de toute marque de voiture, par exemple. Ça peut donc, la borne peut se trouver derrière une barrière, sur un parking payant qui est accessible au public. Ça, c'est néanmoins possible. Pour les prix raisonnables, on nous a posé la question plusieurs fois ce que ça veut dire concrètement. C'est un peu quelque chose qui laisse un peu à l'interprétation, mais en tout cas, les prix doivent être conformes aux règles générales de la concurrence, donc elles ne doivent pas être excessivement basses ou élevées. Elles doivent se justifier quelque part sur une base de coût réel. Donc, on donne ici une aide étatique à l'infrastructure de charge. Donc, on aimerait évidemment aussi que cette aide se reflète quelque part sur les coûts qui reviennent à l'utilisateur. Et elles ne doivent pas trop diverger des pratiques du marché. Donc, ce sont des guidelines un peu générales qu'on va utiliser après si on nous signale des excès dans une direction ou dans l'autre. Alors, l'accès au public non discriminatoire, ça a aussi suscité quelques questions. Donc, ce qu'on demande surtout, c'est que donc, chaque fournisseur de services de mobilité qui le demande puisse accéder sous les mêmes conditions à l'infrastructure de charge, que les prix qui sont facturés directement à l'utilisateur final, donc les prix ad hoc, ne se différencient que de manière proportionnée et justifiable, par exemple par les coûts du terminal de paiement de carte de crédit, par les besoins administratifs qui se cachent derrière, du prix facturé aux fournisseurs de services de charge. Et on nous a spécifiquement aussi posé la question si un opérateur peut offrir des conditions plus avantageuses, par exemple à ses clients ou à ses employés, sur une borne qui est de base accessible au public. Et là, notre vue, c'est que oui, il peut le faire, mais alors en tant que fournisseur de services de charge. Donc, si vous avez une borne accessible au public et que vous donnez une carte spécifique à vos employés avec laquelle ils peuvent recharger de manière moins chère, vous pouvez le faire, mais vous le faites dans votre fonction de fournisseur de services de charge qui gère donc cette carte. Pour le paiement à l'acte, il est donc obligatoire pour toutes les bornes accessibles au public et semi-accessibles au public. Pour les bornes AC, le paiement peut se faire via un code QR, comme on le connaît par exemple des bornes Chargy qui alors amènent via le téléphone mobile le client sur une plateforme online sur laquelle il peut entrer ses données de carte de crédit. Et pour les bornes d'essai, le paiement doit se faire par carte, doit pouvoir se faire directement par carte, de manière physique, ou bien sur la borne, ou bien sur un terminal central qui regroupe plusieurs bornes faisant partie d'une même infrastructure. Capacité de charge, c'est aussi une certaine différenciation qui est importante à noter, c'est que donc pour les bornes AC, donc les bornes à courant alternatif, les bornes plus lentes, on considère en fait la somme des puissances nominales des points de charge. Donc si vous avez 10 bornes 11 kW, on considère une puissance de 110 kW par exemple. Et pour les bornes DC, là, on considérera la somme des puissances maximales pouvant être mises à disposition réellement pendant une durée minimale d'1 heure à une tension de charge de 400 volts. Et pourquoi cette différenciation? Parce qu'on considère que les bornes lentes sont en fait un add-on au parking, si on veut, et que donc
c'est important d'avoir beaucoup de points de charge où la puissance peut être répartie entre les utilisateurs qui sont en général garés plus longtemps sur ces emplacements, alors que sur les bornes d'essai, là, le client veut vraiment recharger rapidement, un peu comme sur une station d'essence, et là, il faut que la puissance lui soit aussi garantie s'il y vient. Et le dernier point, je crois, sur lequel je vais entrer plus en détail, c'est la répartition des projets. On nous a posé certaines questions là-dessus. Donc, vu que le projet est toujours considéré dans son ensemble comme un projet de la catégorie d'accessibilité au public la moins intéressante. Donc, si vous avez un projet avec 10 bornes accessibles au public et une borne privée, on considérera l'ensemble du projet comme projet privé, donc avec un taux maximal d'aide de 30% et une pondération de 60% pour le ranking. Ça ajoute un niveau de complexité, on en est conscient pour les entreprises pour participer à l'appel d'offres, parce qu'il y a plusieurs possibilités alors de définir vos projets. Si vous avez un projet qui est sur plusieurs sites et qui regroupe plusieurs catégories d'accessibilité, vous êtes en fait assez libre de regrouper les différentes bornes dans différents projets. Mais pour des raisons administratives, on a quand même dû, on a dû donc faire ce choix de catégoriser l'ensemble d'un projet dans une seule catégorie, et donc c'est assez difficile de vraiment vous guider là-dessus, mais c'est quelque chose duquel il faut être conscient qu'il y a donc différentes possibilités. Si vous avez plusieurs infrastructures de plusieurs niveaux d'accessibilité, à plusieurs localisations, vous êtes en fait relativement libre de définir vos projets comme vous pensez que ce soit le plus attractif pour vous. Voilà, alors j'ai encore deux petits exemples un peu illustratifs qui j'espère vont un peu clarifier aussi surtout la notion de la capacité AC et DC. Donc ici, on aurait un parking qui est semi-accessible au public avec 50 points de charge de 22 kW, qui serait donc considéré comme un projet de 1,1, donc 1100 kW, avec un coût ici fictif estimatif de 207 200 €, qui recevrait donc un subside maximal de 40% de ces 207 000 €, donc 82 880 €. Si un parc de recharge rapide avec 16 bornes hyperchargeurs 300 kW qui à 400 volts mettent à disposition une puissance de 200 kW chacune, on serait donc à 3,2 MW avec un coût estimatif ici encore une fois fictif, d'un peu plus de 2 millions d'euros, qui recevrait donc 50% de ce coût, mais plafonné à 1 million par entreprise ou plutôt par groupe. Donc, dans ce cas, il recevrait le maximum d'1 million d'euros. Voilà. Ça serait donc un peu mes explications, je dirais, préliminaires. Si, après le webinaire, vous avez encore des questions, vous pouvez nous les poser à l'adresse email et au numéro de téléphone que vous voyez affiché ici. Donc, le numéro de téléphone, je crois que c'est celui de Randy. Et voilà, maintenant, donc, on passerait à la partie questions-réponses. Donc, je repasse la parole à Barbara. Merci. Merci beaucoup, Xavier. Bon, pour commencer la partie de questions-réponses, c'est la dernière partie de notre webinaire. Je vais commencer par donner une petite précision parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont posé la même question. Cette présentation sera disponible sur le site de Climat-Chance et de Luxinnovation. Et vous allez recevoir également assez rapidement le lien qui vous permettra de revoir le webinaire en replay. Alors, vous allez le recevoir par email de toute façon aussi. On passe maintenant à la dernière partie des questions-réponses. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de questions, alors je vais les lire et on va vous répondre. Alors, si on commence, il y a une question qui dit « Je comprends que nous ne pouvons pas utiliser les deux axes, mais est-ce que je peux postuler pour les deux? Car bien sûr, je ne suis pas sûre si nous allons recevoir la subvention. » Randy, par exemple? Et on n'entend pas.
Pardon. Merci beaucoup pour cette question. Bon, a priori, vous pouvez postuler en théorie, pour les deux axes. Par contre, il faut faire attention en ce qui concerne le principe de Deggendorf. Donc, dès que vous recevez un accord du côté, de notre côté, en ce qui concerne l'aide financière, il se peut que pour l'autre axe, vous ne serez plus éligible. Donc, veuillez vérifier d'abord les critères et juste vérifier si soit l'axe 1 est plus intéressant pour vous ou bien l'axe 2. Mais en principe, vous pouvez postuler pour les deux axes, oui. Super, merci. Alors, la deuxième question, est-ce que le régime de borne de recharge est aussi applicable dans les cas de les mettre dans un camping? Randy ou Xavier, comme vous voulez. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Donc, sur un camping, donc une borne, les campings ne sont certainement pas exclus. Ils sont certainement les bienvenus dans notre appel d'offres. La question de l'accessibilité au public ici se pose. Donc, une borne qui est sur le parking du camping, qui est accessible en principe à tout le monde, serait considérée comme accessible au public. Une borne qui est, par exemple, sur l'emplacement de camping qu'il faut réserver à l'avance, un peu comme un hôtel, j'imagine, là, serait plutôt considérée comme borne privée parce qu'elle n'est justement pas accessible sans préavis à tout un chacun. J'espère avoir répondu à la question, mais s'il faut encore clarifier, volontiers. Super, merci. Alors, une autre question. Par exemple, si j'installe en tout 8 bornes de 22 kW, est-ce que je suis éligible? En théorie, oui. Bon, 8 fois 22, c'est égal à, oui, c'est 266, 76, pardon, kilowatts. Donc, en théorie, c'est éligible. Par contre, il faut faire attention. Il s'agit d'un classement, donc un appel d'offres où on retient en fait les offres les plus intéressantes en ce qui concerne euros par kilowatt. Donc, voilà, veuillez juste vérifier si c'est vraiment, en ce qui concerne la capacité de charge totale, si c'est suffisant pour vous pour bien participer ici au classement et pour voilà, bien être partie oui, de la sélection. Oui. Mais en théorie, voilà, vous êtes éligible. Ouais. Merci, Randy. Alors, une autre question. Dans notre groupe, nous avons 3 bâtiments et éventuellement aussi des bornes de chargement à domicile des employés. La somme de la capacité de chargement doit être supérieure à 175 kW. Toutes les bornes seraient prises en compte ou pas? Donc, en principe, oui, vous pouvez faire un projet multisite. Donc, si vous avez 3 sites dans votre groupe, vous pouvez construire un projet qui inclut les 3 sites et qui, de cette manière, arrive aux 175 kW requis. Pour les bornes à domicile des employés, c'est un peu plus compliqué dans le sens que vous devez savoir au moment de la demande de votre projet exactement l'adresse où seront installées les bornes. Donc, on a l'impression que ce sera relativement compliqué d'y inclure des bornes chez les employés. En plus, il faut en fait s'assurer que les bornes soient utilisées, que l'utilisateur de la borne, le bénéficiaire de la borne, soit l'entreprise même. Donc, on voit ça comme un peu plus compliqué. Et dans tous les cas, toutes les bornes doivent être installées au Luxembourg. Donc aussi, les employés frontaliers ne seraient certainement pas éligibles pour ce genre de projet. Et en général, on est plutôt sceptique en pratique en ce qui concerne les bornes installées chez les employés. Merci. Alors, une autre question. Combien d'appels d'offres il y aura et est-ce qu'on connaît les montants? Donc, on est sûr qu'il y a encore un deuxième appel d'offres. Mais a priori, on vérifie comment le premier appel d'offres et le deuxième après, on va réévaluer cela et basé sur cela et également en considérant notre budget, on va vérifier si
on fait combien d'autres d'offres on fera. Mais voilà, on peut déjà confirmer il y a encore un deuxième appel d'offres, mais pour le troisième, Ouais. quatrième, il faut vérifier cela en Donc, considérant voilà, les budgets, donc, etc. effectivement, il y a des considérations budgétaires. On a maintenant fait un grand appel d'offres. Je crois que le maximum prévu par la loi serait un appel de 7 millions. On a fait un de 6. Donc, pour un peu voir aussi comment le marché réagit. Après, on a aussi la possibilité de faire des appels d'offres qui sont limités à ou bien géographiquement, ou bien à un type d'infrastructure, ou bien à des bornes accessibles à certains types de véhicules. Donc, on va aussi un peu, après ce premier appel, évaluer la situation, évaluer la réponse du marché aussi pour voir un peu les besoins, pour pouvoir définir une stratégie pour l'année prochaine et l'année d'après. Donc, ce régime court sur 3 ans. Et on va certainement encore faire des appels qui vont suivre. On a un budget relativement conséquent. Le nombre d'appels d'offres dépend aussi un peu du uptake de l'axe 2, qui est donc ouvert sur simple demande. Donc, si là, plus de budget est alloué à l'axe 2, il faudra réévaluer la situation aussi pour l'axe 1. Mais en tout cas, il y aura encore des appels au cours de l'année prochaine et aussi de l'année d'après. Parfait, merci. Je continue avec les questions. Alors, où est-ce qu'on peut trouver le règlement sur les obligations de sécurité, c'est-à-dire les boutons poussoirs, sprinklers, etc. Est-ce qu'il y a un organisme qui vient faire ces contrôles? Donc, le règlement, le règlement principal à notre connaissance, qui s'applique, c'est un règlement de l'ITM. Je crois qu'on pourrait éventuellement partager le lien aussi au document en question. C'est un règlement général sur les parkings qui introduit notamment certaines règles de sécurité pour un parking de plus de 20 emplacements. Dans quelle mesure il y a des contrôles généraux, je ne suis pas sûr, mais ça c'est à voir. En tout cas, c'est ça le règlement principal qui s'applique. Je sais qu'il y a des rumeurs un peu partout sur beaucoup de choses pour les bornes. J'ai même entendu la rumeur qu'un ministre, sans savoir lequel, voudrait défendre les bornes en souterrain. On a fait des recherches là-dessus parce qu'on a entendu ces rumeurs de plusieurs sources et on n'a pas trouvé de sources crédibles. Il y a certaines recommandations que le CGDIS fait sur demande, où il recommande d'avoir les bornes plutôt au -1, plutôt proche de la sortie pour des raisons de facilité de sortir un véhicule s'il brûlerait, mais ce sont des recommandations qui ne sont absolument pas contraignantes et il n'y a pas de règlement en cours de développement pour l'instant qui défendrait certaines choses pour les bornes dans les parkings. D'accord, super. Alors, une autre question. Quel document est requis pour prouver l'utilisation d'énergie renouvelable? Merci pour cette question. Donc, normalement, votre fournisseur de la puissance électrique vous donne un certificat en ce qui concerne l'énergie renouvelable. Xavier, s'il te plaît, si tu au cas où... Effectivement, donc le cas simple, c'est le cas effectivement que vous avez déjà un contrat qui est donc d'énergie 100% renouvelable, qui en général se base sur ce qu'on appelle des garanties d'origine. Ce qui est en fait un certificat qui est vendu en parallèle à l'électricité même, qui reflète l'origine renouvelable de l'électricité. Par exemple, tous les clients résidentiels à Luxembourg, ou presque, sont fournis par de l'électricité verte dans ce sens. Pour les entreprises, c'est un peu plus compliqué. Il y a certains produits qui sont en partie renouvelables, qui sont 55% renouvelables. Et là, donc, on demande qu'au moins la consommation des bornes soit couverte par des garanties d'origine. Et on pourrait aussi imaginer que si l'ensemble du site n'est pas approvisionné par l'électricité renouvelable, on nous donne des certificats de garantie d'origine pour la consommation des bornes. Mais évidemment, c'est toujours mieux de faire plus.
Ok, super. Alors, encore une question pour vous, Xavier. Vous avez vraiment mentionné Charty et Super Charty. Où est-ce qu'on pourrait trouver plus d'informations sur ce marché? Je ne suis pas sûr de quel marché vous parlez. Donc, le système Chargy est un système qui a été mis en place par les gestionnaires de réseau avec une couverture de base avec des bornes presque 800 bornes AC et à peu près 80 bornes DC dans tout le pays. Bon, comme vous le savez, en tout cas, le monsieur qui a posé la question le sait, la directive européenne nous demande de réévaluer le fonctionnement de ce système. Il y aura, on a fait un test de marché sur l'intérêt de reprendre ce système par les acteurs privés. On va assez rapidement maintenant communiquer sur le résultat de ce test de marché et sur les prochains steps sur ce marché, mais ça va un peu plus loin que le webinaire d'aujourd'hui. Merci. Alors, je continue. Est-ce que je peux soumettre une partie de projet sur l'axe 1, par exemple une concession des voitures pour la partie atelier et livraison, et une partie sur l'axe 2 pour l'installation d'une borne DC 150 kW et une borne AC 22 kW à l'extérieur et accessible au public? Ou est-ce que c'est mieux de soumettre les deux projets sur l'axe 2? Bonne question, merci beaucoup pour cette question. Honnêtement, a priori, je ne peux pas vous donner une bonne réponse à 100%. Je vais noter cela et après partager ça dans notre FAQ. Par contre, juste un petit rappel en ce qui concerne l'axe 2. Tout d'abord, il faut vérifier si vous êtes une PME, puisque voilà, le but, c'est d'aider une PME dans le cadre de leur activité économique en ce qui concerne la transition vers l'électromobilité. Donc, le projet de l'axe 2, ce n'est pas nécessairement pour avoir des clients qui viennent charger sur votre borne. Donc, en tout cas, je vais revérifier cela et nous allons partager cela dans notre... Donc, effectivement, je ne suis pas sûr si ce que la personne qui pose la question veut dire, c'est effectivement ce que nous appelons axe 1 et axe 2, ce qui est donc l'axe PME sur de simples demandes ou l'axe appel à projet. Où effectivement, comme Randy l'a dit, la première chose à contrôler, c'est si on est effectivement une PME, et dans ce cas, on peut effectivement faire une demande dans un axe et une demande pour un autre projet dans un autre axe, ou comme on l'a expliqué tout à l'heure, aussi deux demandes pour le même projet dans les deux axes, mais on reçoit seulement un subside, et dès qu'on a donc une acceptation, l'autre demande devient caduque. Donc il faut un peu réfléchir à ce qu'on priorise là-dedans. Mais ici aussi, il y a donc la question qui pourrait aussi être vue dans cette question-ci. Si on peut sur un même site avoir un projet accessible au public et un projet pas accessible au public. Et ça, c'est effectivement possible. Si vous avez assez de puissance par projet pour participer avec ces deux projets à cet appel à projet, vous pouvez donc faire un projet qui serait accessible au public, éligible pour maximum 50%, et un projet séparé non accessible au public qui serait alors éligible pour maximum 30%. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, qu'il y a différentes manières de subdiviser vos projets si vous avez beaucoup ou de gros projets qui peut être plus ou moins intéressante finalement pour le subside. Ok, merci. Alors, je continue. Pour les bornes accessibles au public, est-ce qu'on est obligé d'être Charty OK via le système central Charty, ou cela peut être Charty OK via notre système back-end, comme par exemple back-end Electris? Donc, pour les bornes qui sont situées sur le terrain des communes et de l'État, on demande une intégration dans le système Chargy OK, donc via le système Chargy, le back-end de Chargy. Pour toute autre borne qui est accessible au public sur terrain privé, là, ça peut être dans n'importe quel back-end. Et évidemment, il est toujours, dans le contexte du marché luxembourgeois, bien d'avoir une accessibilité pour les cartes Chargy, donc quelque part un accord back-end avec Chargy pour que les cartes Chargy soient utilisables sur ces bornes.
et il ne faut pas les intégrer alors dans le backend Chargé OK. Ok, merci. Alors, comment définir le montant et l'intensité d'aide nécessaire pour réaliser le projet? On pourra alors jouer avec ce montant afin de mieux se classer dans le ranking d'appel à projet. Absolument, c'est l'idée donc de la mise en concurrence via appel à projet que les projets qui demandent le moins seront le mieux classés. Et il ne faut pas, et nous ne recommandons pas non plus de demander le maximum possible. Donc, encore une fois, donc ce classement que nous ferons donnera priorité aux projets où on reçoit le plus de kilowatts par euro de subside. Donc ça, c'est aux développeurs de projets de définir les coûts dont ils ont vraiment besoin pour réaliser leur projet et des coûts qu'ils demandent. Et comme je le disais tout à l'heure, il y aura à chaque round des projets qui ne seront pas retenus. Donc, vous n'avez sans doute pas intérêt à demander le maximum possible. D'accord. Et ici, il y a une question aussi un peu similaire. Est-ce que pour une demande, le taux maximum de subside est toujours appliqué ou bien on peut indiquer un pourcentage moindre pour avoir un meilleur score? En théorie, comme déjà expliqué, le classement, ça se fait par euro divisé par kilowatt, donc ce qu'on a demandé divisé par la capacité de charge. Et d'après cela, donc en théorie, vous pouvez jouer à peu près avec cela en ce qui concerne le classement, oui. Donc le moins vous demandez, le plus grandes sont vos chances d'être retenu. Ouais. C'est bien compris. Je suis en train de faire le tour des questions et je pense qu'on a déjà lu et répondu les questions principales. Non, je vois. Non, encore. Est-ce qu'on peut postuler avec le même projet dans un prochain tour en ayant adapté le montant demandé? En théorie, oui, vous pouvez. Par contre, veuillez vérifier l'effet incitatif. Donc, comme déjà expliqué, vous recevez seulement l'aide si vous pouvez vraiment prouver que l'appel à projet a en fait motivé l'entreprise à créer le projet suite à l'appel à projet. Donc, voilà, veuillez vraiment garantir que vous respectez bien l'effet incitatif. Ok. Alors, est-ce que le lecteur des cartes bancaires sans contact est obligatoire pour avoir le droit au subside pour les bornes ouvertes au public? Le système d'un QR code est valable aussi? Donc pour les bornes rapides, pour les bornes d'essai, oui, un lecteur de carte bancaire, qu'il soit sans contact ou avec contact, est obligatoire. Pour les bornes lentes, les bornes AC, là, un code QR est suffisant. C'est sur les bornes rapides HPC. Oui, c'est ça. Donc là un lecteur de carte physique est obligatoire. D'accord. Alors, on continue. Pour la soumission du devis, est-ce que ça peut provenir de plusieurs devis? Par exemple, un pour la partie borne et un pour la partie transformateur pour les bornes. Oui, ça c'est possible. Donc on a, enfin, pour l'appel à projet, donc on a en fait besoin de votre estimation de coût. Plus elle est précise, le mieux c'est. Et par après, donc on donne une décision sur les coûts demandés, donc avec les plafonds qu'on a donnés. Et par après, pour le paiement, il se fera sur base des coûts réels du projet, avec donc maximum le montant accordé. Et si les coûts sont moins élevés que ce qui a été prévu, avec l'intensité de l'aide demandée. D'accord, je suis en train de voir si on a fini toute la partie des questions ou pas. Je pense qu'on a fait le tour à peu près des questions principales. Voilà, en fait le chat s'alimente au fur et à mesure et maintenant je vois qu'il y a une autre question qui apparaît.
Bonjour, les codes QR sur les bornes AC peut-il renvoyer vers là dans notre FSC tel que EnnoDrive? En principe, oui. Donc, la borne, donc l'accès à la borne doit être ouvert sous les mêmes conditions à toute FSC. Pour le paiement à l'acte, en tout cas, s'il se fait via un lecteur de carte, il est clair que seul un FSC peut être derrière. Et pour les codes QR, ici aussi, donc, il peut y avoir un service provider qui se cache derrière. Mais ça ne doit pas être le charge point operator même qui opère cette plateforme de paiement. OK. Est-ce que les scores euros divisés par kilowatt attribués seront publiés afin d'affiner pour la deuxième fois, pour le deuxième tour, ou pas? C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr qu'on ait déjà pris une décision là-dessus. Oui, je confirme aussi de notre côté, on n'a pas encore pris de décision là-dessus, donc à voir. Voilà. On va prendre cette question, question. Et voilà, on va l'inclure dans les FAQ dès qu'on a une réponse. Ok, parfait. Alors, maintenant, je pense qu'on a fait le tour complet. On ne reçoit pas d'autres questions. De toute façon, si vous avez d'autres questions, comme on a indiqué, vous pouvez envoyer un email à l'adresse qu'on a indiquée avant, borne@eco.eta.lu. Alors voilà, un grand merci à tous les participants qui ont assisté à ce webinaire et aussi à Randy et à Xavier pour leurs interventions et leurs réponses. Et bon courage à vous pour la suite dans vos projets d'infrastructure de charge. Bon après-midi et au revoir. Merci aussi Barbara et merci encore une fois aux participants pour vos questions et votre intérêt. Et aussi merci Xavier. Merci à tous et au revoir. Bon après-midi. Merci, au revoir.